Retour dans Essentiel sur RCJ pour la seconde partie de cette émission dans laquelle nous allons parler à présent d'histoire sous deux angles différents, mais néanmoins complémentaires. Tout d'abord, celle qu'on appelle traditionnellement la grande histoire et puis celle qu'on définit aujourd'hui comme la micro-histoire, celle qui part de destins individuels pour éclairer une époque. J'ai le plaisir d'accueillir la dessinatrice Constance Lagrange. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RCJ. Vous êtes l'auteur de cette très belle bande dessinée, ou plutôt un roman graphique, vous nous direz l'appellation que vous préférez. Donc ce livre, en tout cas, qui vient de paraître dans la collection Traverse aux éditions du Seuil. Vous y racontez l'histoire de trois femmes, ça s'appelle Le Canari. Tout d'abord, celle de la narratrice Constance, qui part sur les traces de sa grand-mère et de sa grand-tante, toutes deux rescapées de la Shoah à Paris, et dont elle va tenter de reconstituer le parcours, mais aussi essayer de retrouver la part de mystère de leur vie. À vos côtés, Anastasio Karababas, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous également. Vous êtes historien franco-grec, spécialiste des génocides au XXe siècle, de leur mémoire et de leur transmission aux nouvelles générations, et vous publiez chez VA Éditions cet ouvrage passionnant et remarquable sur les traces des Juifs de Grèce, les Juifs grecs et leur présence sur le territoire hellène de l'Antiquité à nos jours. Dans la préface, Serge Klarsfeld écrit que votre livre est indispensable pour s'instruire sur l'histoire des différentes communautés juives grecques disparues ou survivantes. Et c'est vrai, Anastasio Karababas, que cette histoire est encore assez méconnue aujourd'hui alors qu'elle est incroyablement riche. C'était votre projet, combler les lacunes sur ce sujet bien précis? Oui, tout à fait. Je l'ai fait d'abord en Grèce, parce que vous savez que les Grecs découvrent actuellement leur histoire. En Grèce, on connaît depuis une dizaine d'années un réveil mémoriel. Ce qu'on a connu en France dans les années 80, la Grèce c'est aujourd'hui. Elle est toujours un peu en retard, la Grèce, par rapport à l'Europe occidentale. Donc le livre est sorti en grec. Et figurez-vous que j'ai réussi à vendre plus de 2500 exemplaires, parce que les Grecs veulent savoir leur histoire désormais. Et c'est pas l'histoire officielle. Les Grecs chrétiens, ça c'était l'histoire qu'on nous racontait. Moi je suis allé à l'école en Grèce et on n'a jamais parlé des Juifs. Actuellement ça change. Et donc c'est pour ça que le livre il était important que je le fasse d'abord en grec. Puis maintenant il est sorti en français et puis également en anglais. C'est important qu'on connaisse cette histoire méconnue et surtout les Juifs de Grèce c'est une communauté de 2500 ans. Ils sont là depuis au moins Alexandre le Grand. C'est une histoire exceptionnelle. Juste avant de rentrer dans cette histoire, pour quelle raison la Grèce a mis autant de temps justement à redécouvrir et à s'approprier cette histoire comparativement à d'autres pays européens? La Grèce, c'est un pays qui se trouve très souvent en difficulté. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, commence la guerre civile entre les royalistes et les communistes. Et au début des années 50, après la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile, la Grèce est un pays exsangue économiquement, instable politiquement. Après, il y a la dictature. Il n'y a pas la place pour les minorités. Il y a aussi bien sûr l'antisémitisme, mais il ne faut pas le nier. Et puis, quand la Grèce va tout doucement se relever, malgré la crise quand même qui a secoué le pays entre 2010 et 2020, en prenant du recul, tout doucement, elle a pu permettre à la mémoire de faire surface. Donc aujourd'hui, la Grèce, je dirais, elle est prête. Il y a les liens avec Israël aussi qui jouent un rôle important. Les deux pays sont très forts. Quand vous savez, il y a des liens économiques, forcément au niveau de la mémoire, on avance également. Donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, 80 ans après la Shoah, on parle de l'histoire des Juifs de Grèce et de la Shoah en Grèce. Alors, ce que l'on découvre à la lecture de votre livre, c'est que, vous l'avez dit, elle est très ancienne, plus que bimillénaire, cette communauté juive grecque. C'est sa spécificité avant tout par rapport aux autres communautés juives qui ont vécu en Europe? Il y en a d'autres. Dirais. Oui, il y en a d'autres, mais essentiellement, c'est la plus ancienne, c'est vrai. Mais après, je ne peux pas mettre de côté aussi l'histoire de Salonique, la Jérusalem des Balkans. Parce que, pour que les auditeurs comprennent, de manière très rapide, on a les Romagnotes, ce sont les Grecs hellénisés qui sont là depuis l'Antiquité. Le rabbin actuel d'Athènes, il a 37 ans, Gabriel Négrine, est Romagnote, par exemple. Vous avez au Moyen-Âge les Ashkénazes qui arrivent en Grèce parce qu'ils sont chassés, vous savez, il y a des croisades au Moyen-Âge, donc beaucoup d'Ashkénazes vont arriver en Grèce. Après, il y a l'arrivée des Séfarades lors de l'expulsion d'Espagne. En France, on pense toujours qu'ils vont tous aller en Afrique du Nord. Pas du tout. Beaucoup vont aller en Grèce et dans l'Empire ottoman. Et puis il y a les Juifs italiens qui vont arriver en Grèce. Donc en fait, c'est un judaïsme qui est pluriel, qui est ancien mais qui est pluriel et qui est dynamique jusqu'à malheureusement la Shoah.
Et de quelle manière justement ont vécu ces différentes communautés sur le sol grec, ces communautés venues d'horizons et de cultures différentes? Comment la vie s'est construite entre elles? Est-ce qu'il y avait des passerelles? Est-ce qu'il y avait communautés où elles vivaient ensemble, où elles étaient dispersées sur le territoire et très distinctes les unes des autres? Elles étaient bien sûr qu'il y a des liens, mais elles étaient plutôt distinctes. On considère qu'avant la Shoah, par exemple, il y a officiellement en Grèce 32 communautés. Ça veut dire 32 villes différentes, au moins une quarantaine de villes qui ont des juifs et 32 communautés officielles. La plus grande, évidemment, Salonique. Nous, en grec, on dit Thessalonique, mais c'est la même chose. Et donc, chacune avait son histoire, tout en gardant des liens. Alors, parfois, il y avait des tensions aussi. À Thessalonique, entre les mini-communautés, mais aussi entre les Romagnotes et les Séfarades. Quand je dis des tensions, toute proportion gardée, des tensions qui va avoir la meilleure synagogue, qui va avoir le rabbin le plus puissant, etc., etc. Mais il y a des liens, mais en même temps des particularités. Un mot sur cette communauté romagnote, qui est arrivée de Palestine, je crois, après la destruction du premier temple. Du premier temple. Alors à l'époque, c'est pas encore la Palestine, mais en tout cas la Judée. Oui, la Judée, pardon. D'ailleurs, en grec, on va dire Iudei. Les Judéens, ce sont les premiers juifs qui arrivent. Et on a des traces à partir du IVe siècle, et la période d'Alexandre le Grand. Mais on considère qu'ils sont dans le territoire depuis au moins la destruction du premier temple, c'est-à-dire 586 avant Jésus-Christ. Et quelles sont leurs traditions à cette communauté romagnote très spécifique, unique, je crois, en Europe? Unique en Europe. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont hellénisés et hellénophones. Il y avait un dialecte à un moment donné qu'on pourrait appeler judéo-grec, qu'on appelait également le yévanique. Yavan, en hébreu, c'est la Grèce. Et donc, c'était un mélange de grec et d'hébreu. Aujourd'hui, en tout cas, ces romagnotes, et depuis quelques siècles, ils sont complètement hellénisés et ils adoptent, si vous voulez, le mode de vie des Grecs. Et d'ailleurs, pendant la Shoah, c'était plus facile pour les romagnotes que pour les séfarades. Alors vous citez notamment des patronymes juifs grecs qui témoignent de la diversité des origines de ces juifs. Alors il y a les Abraham ou les Pessar, ce sont des romagnotes, des Benaroya et des Bénévistes, ça on reconnaît les noms séfarades, ou encore des Ashkénazis, ça j'ai pas besoin de l'expliquer, et même des noms venus de Turquie. Un mot quand même sur cette communauté juive de Salonique, la Jérusalem des Balkans. C'est là que la vie culturelle et économique juive a été la plus florissante peut-être? Incontestablement. Entre le XVIe et le début du XXe siècle, vous savez, le port de Thessalonique est fermé le Shabbat. Oui. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que la ville... Et Kippour aussi. Et Kippour, bien sûr. Évidemment. Ça veut dire que la ville, clairement, vit à l'heure des séfarades. Ça, c'est très positif. Je veux dire, au XVIe et XVIIe siècle, les plus grands penseurs de Méditerranée passent forcément par Thessalonique. C'est un centre culturel, un centre économique. Après, par contre, ils vont le payer cher, ça, de l'autre côté, parce que les Grecs vont développer aussi les Grecs chrétiens vont développer une sorte de jalousie. Et donc, pendant la Shoah, quand vous regardez, 97% des Juifs de Thessalonique ont été exterminés, mais il n'y a pas eu beaucoup d'aide à Thessalonique de la part des Grecs parce qu'il y avait ces tensions depuis longtemps. Il fallait limiter le pouvoir des Juifs. Ce qui n'est pas le cas, par contre, dans d'autres villes. Dans d'autres villes, il y a eu des Grecs qui ont aidé. Je généralise pas. Mais à Thessalonique, la présence juive est très importante et on essaye à partir du XXe siècle de la limiter. C'est la question que j'allais vous poser. Vous rappelez dans votre livre le rôle très important que les Juifs grecs ont joué dans le développement économique de leur pays. Ça s'est fait malgré cet antisémitisme latent et chrétien orthodoxe, il faut le rappeler. Oui, les Grecs sont chrétiens orthodoxes, tout à fait. Ouais. Alors en même temps, Thessalonique, c'est un monde à part. Mais dans la quasi-totalité des communautés, les relations sont harmonieuses. Parce que vous savez, la Grèce, c'est un petit pays avec de petites villes. Et donc les gens se connaissaient. Et vous savez, jusqu'à aujourd'hui, on le pense, moi je le dis à mes élèves, quand vous connaissez le voisin, vous avez moins d'idées reçues. L'idée que les Juifs tuaient les enfants chrétiens pour fabriquer la matzah, le meurtre rituel. Bien sûr, ça existait dans l'inconscient des peuples. Mais quand tu connais ton voisin, tu sais très bien que c'est pas le cas. Donc l'antisémitisme grec, c'est un antisémitisme tout de même. Moi, je parle dans mon livre de judéophobie plutôt, parce qu'il est particulier. C'est un antisémitisme assez superficiel. Il n'y a jamais eu de gros pogroms en Grèce, comme en Russie, comme en Pologne, comme en Ukraine. Mais c'est un pays quand même du sud de la Méditerranée, donc c'est pas tout à fait la même configuration que les communautés juives ashkénazes, les pays en tout cas d'Europe de l'Est. Est-ce qu'on peut parler d'un judaïsme grec, malgré tout, d'une identité juive grecque, en dépit de ces multiples communautés aux origines différentes? Bien sûr.
Et quand vous demandez aujourd'hui aux Juifs de Grèce, aux Juifs grecs, ils se sentent parfaitement grecs, ils aiment leur pays. Très souvent, ils participent également aux fêtes chrétiennes parce que c'est une tradition en Grèce. Je rappelle que le drapeau grec a une croix, donc on respecte les traditions tout en gardant les nôtres. À Ioannina, par exemple, dans le nord de la Grèce, il y a une synagogue qui est romagnote. Quand vous rentrez dans cette synagogue, vous avez l'impression parfois que c'est aussi une église parce qu'il y a des influences de part et d'autre. Donc c'est une communauté qui est pleinement intégrée, malgré le fait qu'elle soit toute petite. On parle de 4500 juifs aujourd'hui en Grèce. Et qu'en est-il de la spiritualité, de la vie religieuse, Je parle avant la Shoah, avant la Seconde Guerre mondiale. De quelle manière ces communautés vivaient leur judaïsme ? De différentes manières. Alors par exemple à Thessalonique, il y a un laboratoire. Ben Gurion va aller, vous savez, à Thessalonique et va dire Thessalonique, c'est le laboratoire du futur État d'Israël. Il y a de tout. Il y a des personnes religieuses, moins religieuses, il y a des personnes communistes, il y a des personnes socialistes. Je veux dire, on retrouve de tout, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un judaïsme qui est tout à fait pluriel dans tous les sens du terme et dans tous les domaines. C'est ça qui est exceptionnel, et malheureusement, c'est ça qui a été perdu, parce que près de 90% de la communauté a été exterminée. Ouais, vous l'avez rappelé, Anastasio Karababas, à la veille de la Première Guerre mondiale, 100 000 Juifs vivent en Grèce, dont 60% à Salonique. Et ces communautés ont presque entièrement été décimées par la Shoah. 90% des Juifs grecs ont été déportés et exterminés par les nazis. C'est l'un des pourcentages, ou le pourcentage peut-être le plus élevé d'Europe. Comment ça s'explique ? La population grecque, vous l'avez dit, avait des préjugés antisémites. À Salonique, elle n'est pas venue au secours de la population juive. Il n'y a pas eu de justes en Grèce, comme on a pu le voir en France, qui ont permis de sauver les 3/4 des Juifs de France. C'est très curieux et très contradictoire. En Grèce, aujourd'hui, il y a 365 justes, et proportionnellement à la population, c'est autant qu'en France. C'est curieux. Pourquoi ? Parce que les nazis et les Bulgares, parce que vous savez que la Grèce est dominée par les nazis, il y a une triple occupation, bulgare, italienne et nazie. Les Bulgares et les nazis sont particulièrement violents. Et donc cette violence-là, elle se fait à l'égard des Juifs qui seront déportés massivement, mais elle se fait aussi à l'égard des Grecs. Donc le champ d'action en Grèce est beaucoup plus limité qu'en France. Il y a des justes en Grèce, il y a des gens qui ont sauvé des Juifs. Bon, à part à Thessalonique, il y a eu aussi des sauvetages, bien sûr, mais c'était plus compliqué. Pourquoi autant ? Parce que c'était bien organisé, parce que c'était rapide. D'ailleurs, je vais donner un élément rapide également. Celui qui va organiser la déportation des Juifs de Thessalonique, c'est Aloïs Brunner. On le connaît bien en France. Il a tellement bien travaillé à Thessalonique qu'au mois de mai 1943, on va lui proposer un poste à Drancy. On va lui dire, à Thessalonique, tu as fait le travail. Judenrein Thessalonique, ça veut dire vide de Juifs. Et donc, il va venir ici. Donc, les nazis sont bien organisés en Grèce, et c'est un petit pays. C'est beaucoup plus difficile qu'en France. Constance Lagrange, j'imagine que cette tragédie des Juifs grecs pendant la Shoah vous intéresse et vous touche, vous qui consacrez donc ce roman graphique à l'histoire de votre grand-mère et de votre grand-tante, tous deux rescapés de la Shoah en France. Ça résonne avec votre propre récit, votre histoire familiale. Tout à fait. En fait, quand on est enfant ou petit-enfant de Juifs, on est touché par cette histoire de près ou de loin. Moi, ça a été un besoin quasi vital de faire cet album. J'avais récolté des témoignages de ma grande-tante, Simone. Lorsqu'on prenait des cafés, elle parlait très librement de son enfance, puis de son début d'adolescence pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle en parlait très librement. Et en contraste, j'avais une grand-mère qui n'en parlait jamais, qui était très dure avec moi, qui avait même peut-être intériorisé certaines choses comme une forme d'antisémitisme, quasiment avec une préférence pour les blonds aux yeux bleus. Moi, j'étais trop mate de peau, selon elle. Elle me surnommait la petite Moricaude. Je me sentais un peu rejetée. Et donc, j'arrivais pas à dialoguer avec cette grand-mère, Dora. Et pourtant, j'y arrivais avec ma grande-tante. Elles avaient sensiblement vécu la même histoire. En tout cas, c'est ce que j'ai commencé à comprendre enfant. Dans mon livre, Le Canari, il y a 3 périodes qui s'entrecroisent. Tout d'abord l'enfance, donc où je découvre ces deux femmes très différentes et où je découvre aussi ce que ça veut dire d'être juive. Moi, je viens d'une famille où ma mère est d'origine juive, on n'est pas pratiquant. Mon père est goy, c'est le goy de service, comme il disait. Voilà, puisque dans la famille, c'était comme ça qu'on l'avait qualifié. Donc, je découvre ça enfant et puis avec ce que ça veut dire
de vouloir s'approprier une identité juive sans avoir forcément le côté religieux, puisqu'il y a toute la culture qui va avec. Et ensuite, adulte, donc toute l'enquête que je mène auprès de ma grande-tante et de ma grand-mère sur pourquoi elles sont aussi différentes et puis comment on arrive à parler en fait à des aïeuls ou à des personnes de sa famille de choses aussi traumatiques qu'une guerre ou un exil, en fait, parce que l'histoire qu'elles ont vécue, la Shoah, le fait d'être juif caché, c'est une histoire qu'on pourrait apparenter à plein d'autres. Donc tous ceux qui ont vécu un exil, des choses terribles. Voilà, et en fait, c'est une enquête sur ce passé familial, sur comment l'histoire peut transformer des femmes, parce que c'est quand même centré autour du dialogue entre femmes. Et j'ai également retracé les souvenirs que ces femmes m'ont transmis en noir et blanc. Donc il y a 3 styles différents dans le livre. Les planches en noir et blanc, c'est un peu les souvenirs. Alors, j'ai pas envie d'appeler ça des flashbacks. Et je voulais pas non plus tomber dans l'écueil du sépia classique dans les livres quand on parle du passé. J'ai décidé de faire des planches en noir et blanc qui semblent parfois un peu floues. Parfois, je reprends des photos de famille. Puisqu'en fait, ces moments-là, c'est les souvenirs que m'ont confiés Edora et Simone. Mais ce sont les souvenirs de femmes âgées sur leur enfance et leur adolescence pendant la guerre. Donc, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire une mémoire pleine de trous, où il n'y a pas des dates exactes, où il manque des noms, des lieux. Et donc, j'ai dû entrecroiser et ce qu'elles m'ont raconté avec les archives. Donc, je suis allée à Pierrefitte-sur-Seine pour vérifier, en fait, tout ce qui m'avait été dit. Et donc, c'est toute cette enquête sur comment l'histoire, la micro-histoire, la petite histoire dans la grande, transforme les gens, les femmes. Alors, votre bande dessinée, ou peut-être roman graphique d'ailleurs, quelle expression préférez-vous ? Les deux sont exactement semblables. En fait, on a tendance à dire roman graphique puisque le format s'apparente moins au A4 avec une 30aine de pages qu'on connaît et du côté cartoon, mais c'est de la bande dessinée tout autant. Voilà. Alors, parlons de ce fameux canari, puisque c'est le titre de ce livre. Je crois qu'on peut la raconter sans dévoiler toute l'histoire. Il joue un rôle central puisque c'est grâce à ce fameux petit canari que finalement votre grand-mère et sa famille vont être sauvées. Oui, alors c'est un des hasards de la vie qui fait que ma grand-mère a été sauvée, mais en fait, c'est l'accumulation de plein de petits hasards qui fait que certaines personnes s'en sont sorties et d'autres non. L'histoire du canari, c'est que ma grand-mère, Dora, est tombée malade quand elle était petite. Et pour la distraire, une petite voisine lui a amené des canaris, puisqu'elle était alitée, elle ne pouvait pas sortir. Donc, lui amène des canaris et ça la distrait, elles deviennent très amies. Et cette même petite voisine, quelques années plus tard, vient prévenir Dora et sa famille qu'il risque d'y avoir une rafle ce soir-là. Elle en est quasiment sûre. Donc, elle propose à Dora et sa famille juste de venir dormir une nuit chez elle. Comme ça, ils seront sûrs qu'il n'y a pas de risque. Voilà. Et ce soir-là, en fait, c'était la rafle du Veldiv. Le lendemain, la mère de Dora, donc mon arrière-grand-mère, est retournée à l'appartement. Il y avait des scellés sur la porte et ils étaient effectivement passés. Ma grand-mère et sa famille ont appris bien plus tard, en fait, que c'était la rafle du Veldiv, et ce que ça impliquait. Mais en fait, grâce à cette amitié, grâce à ce canari, ma grand-mère a été sauvée, sa mère également, puisque son père avait déjà été déporté 1 an auparavant. Et au final, sans cette petite voisine, sans ce hasard de la vie, je ne serais pas là. Et en fait, personne de ma famille ne serait là pour raconter cette histoire. Je voudrais signaler que cette bande dessinée, votre roman graphique Constance Lagrange, est remarquablement beau. Vous attachez beaucoup d'importance au visage de vos personnages, à leurs expressions. Vous jouez, vous l'avez dit également, sur les couleurs. Il y a beaucoup de bandes dessinées, ça je m'adresse à l'un et l'autre, qui sont publiées ces derniers temps autour de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Vous, Constance, c'est votre moyen d'expression puisque vous êtes dessinatrice avant tout. Vous y avez vu un moyen de toucher un public plus large, en particulier les jeunes, pour les sensibiliser à cette histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah? Je ne voyais pas d'autre façon de m'exprimer sur ce sujet, puisque
pour moi, je suis illustratrice, je suis dessinatrice et c'est ma façon de m'exprimer depuis toujours. Je ne suis pas historienne ni écrivain. Donc j'ai écrit l'histoire également, mais en fait basée sur des témoignages, en entrecroisant 3 périodes. Pour moi, c'était une évidence de passer par le dessin pour raconter tous ces moments, de centrer aussi la narration sur des visages, évidemment, puisque c'est des portraits de femmes, donc à la fois dans leur personnalité et puis dans ce qu'elles représentent physiquement, dans leur entièreté. Voilà, c'est un livre que j'ai pu faire uniquement après le deuil de ma grand-mère, en fait, après qu'elle soit décédée. C'est à ce moment-là que j'ai réussi à enclencher, disons, la machine pour produire cette bande dessinée, sachant que c'était un projet que j'avais depuis une dizaine d'années, puisque j'avais réalisé des enregistrements de tous les échanges que j'avais eus, et avec ma grande-tante et avec ma grand-mère. Anastasio Karababas, vous qui êtes historien, c'est une démarche qui vous plaît, ça, utiliser la bande dessinée pour se mettre à la portée des jeunes générations qui peut-être lisent moins que leurs aînés? Ça me plaît beaucoup déjà personnellement, mais ça me plaît également en tant qu'enseignant. C'est vrai qu'aujourd'hui, je le vois avec mes élèves, la bande dessinée passe beaucoup mieux. On transmet un message beaucoup plus facilement. Par la bande dessinée d'un côté et aussi par l'image. Moi, par exemple, concernant mon livre, je suis en train de préparer un documentaire et donc je le fais très souvent en pensant à mes élèves parce que ce qui est important, c'est de transmettre le plus facilement possible. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. En effet, aujourd'hui, il faut s'adapter à la modernité et les nouvelles générations marchent beaucoup plus par les images, par la bande dessinée, par les vidéos, par le in situ aussi, c'est important. Moi, je suis allé beaucoup avec mes élèves en Pologne. Je ne dis pas que c'est obligatoire d'aller en Pologne, mais aujourd'hui, quand tu vas sur place, c'est différent parce que tu ressens les choses différemment. Je signale d'ailleurs, je renvoie à nos auditeurs à la lecture de votre livre. Je signale qu'il y a des témoignages également de survivants de la Shoah que vous retranscrivez dans votre livre. Anastasio Karababas, ces dernières années, on voit se multiplier les ouvrages de descendants de la Shoah, victimes et survivants qui font comme Constance Lagrange, cette démarche de mémoire familiale avec tout un travail de recherche, de documentation. Quelle est l'importance pour l'historien que vous êtes de cette micro-histoire, ces histoires individuelles? C'est extrêmement important parce qu'on a un énorme problème et on ne pourra rien faire, c'est que les témoins partent. Donc nous serons les témoins des témoins. Donc il faut récupérer le maximum d'informations pour pouvoir transmettre encore une fois aux nouvelles générations qui ne vont pas connaître les témoins. Moi, dans mon livre, j'ai mis des témoignages pour quasiment toutes les communautés. Soit ce sont des témoignages qu'on m'a accordés, qu'on m'a donnés, soit ce sont des témoignages que j'ai trouvés moi-même vis-à-vis, à partir d'archives, etc. Mais c'est extrêmement important de montrer qu'il s'agit d'une histoire qui a eu lieu hier, 80 ans, c'est hier. C'est une histoire qui a marqué l'humanité, c'est une page noire. Et il faut tirer les leçons de cette page noire. Et pour tirer les leçons de cette page noire, il faut montrer que derrière cette grande histoire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des petites histoires. Il y a des gens, il y a des destins, des personnes qui ont vécu des choses très dures. Et aujourd'hui, moi, mon devoir en tout cas, en tant que citoyen, enseignant, historien, c'est de dire, vous n'allez pas partir pour rien. On va penser à vous, on va transmettre au mieux. Et pas que les enseignants. Un parent peut transmettre. Un grand-parent peut transmettre. Un ami peut transmettre. Il faut dire les choses. Il faut transmettre par tous les moyens. Constance Lagrange, vous avez déjà des retours de lecteurs ou de proches autour de vous qui ont lu votre bande dessinée et qui vous en parlent? Oui, tout à fait. Et puis, ce que vous venez de dire est vraiment me touche particulièrement, puisque c'est pour ça que j'ai fait ce livre, en fait. C'est pour libérer la parole, puisqu'en fait, plus on est proche de gens dans une famille, peut-être moins on ose poser des questions, peut-être par pudeur, peut-être par peur de ce qu'on pourrait éventuellement découvrir ou de peur de remuer des souvenirs qui sont peut-être parfois trop douloureux. Or, je pense qu'il est vital, enfin nécessaire, et moi je dirais même vital, de demander au moins une fois si on ressent le besoin de savoir, parce que, en l'occurrence, pour l'histoire de ma grand-mère, ça m'a aidé à comprendre énormément de choses.
Ça m'a aidé à mieux comprendre qui elle était et qui je suis moi-même, et puis comprendre toute une dynamique familiale, personnelle, et puis comment la petite histoire de ma famille s'inscrit dans la grande histoire. Et c'est extrêmement important. Les retours que j'ai eus, c'est des personnes qui m'ont dit: peut-être que maintenant, je vais demander à mon grand-père ou à mon père ce qui s'est passé à telle période. Et c'est pas forcément des descendants de juifs qui m'ont dit ça, ce qui m'a aussi surprise. Parce qu'au début, peut-être, je pensais que les personnes s'identifieraient plus dans cette histoire dans la communauté juive. Et en fait, il y a eu un descendant de la guerre d'Algérie, notamment, qui m'avait dit qu'il allait enfin parler à son père de tout ça. Donc c'est absolument vital, et c'est vraiment la question de demander avant que les personnes ne soient plus là qui s'est posée. Et c'est pas anodin que j'ai réussi à faire ce livre une fois que les personnes étaient parties, puisqu'en fait il y a tout le poids aussi en tant que descendant de se dire quelle légitimité en fait j'ai à raconter l'histoire de personnes de ma famille. C'est aussi une question que je me suis posée, parce que c'est un poids, c'est une responsabilité, et puis de vouloir raconter le plus justement possible, au plus proche de la réalité, même si ce sont des souvenirs, ce qui peut sembler moins factuel. Au final, en les recroisant avec des archives, on arrive quand même à avoir un morceau d'histoire très représentatif. Vous ne me contredirez pas, je crois, Anastasia Karababas, si je dis que la transmission de cette histoire de la Shoah, très souvent a sauté une génération, celle des enfants, et ce sont les petits-enfants comme Constance Lagrange qui s'en sont emparés. Bien sûr, c'est plus facile en prenant du recul. C'est sûr. Mais par contre, tous les psychologues, j'ai eu la chance de suivre quelques conférences de psychologues à Yad Vashem qui racontaient que même si on ne raconte pas l'histoire, à partir du moment où elle est là, on peut transmettre le traumatisme. Beaucoup d'enfants de rescapés n'ont pas eu au début les informations, mais porté la douleur. Et les petits-enfants ont réussi à faire parler leurs grands-parents parce qu'ils ont pris du recul et parce qu'aujourd'hui, il y a ce réveil mémoriel où nous, les nouvelles générations, on a besoin de savoir ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Il faut connaître le passé pour pouvoir avancer. Et moi, par exemple, par rapport à mon livre, j'ai mis 10 ans pour l'écrire. Pourquoi ? J'avais tellement de témoignages, je ne savais pas par où commencer. Et surtout, je me suis posé une question essentielle. Mais qui je suis, moi, pour écrire cette histoire ? Et quel est mon but ? Je me suis arrêté plusieurs fois parce que c'était trop compliqué, parce que c'est trop dur. Nous sommes des historiens, mais on est aussi des êtres humains. Et ça nous touche tous. Vous, bien sûr, parce que vous l'avez dans votre chair, en quelque sorte. Et nous, on va dire les historiens, où on l'a pas dans notre chair, mais on a besoin de la raconter. Il faut la raconter. Et c'est en la racontant qu'on va avancer. C'est le passé. Le passé, il faut pas l'oublier. Si on l'oublie, on va refaire les mêmes erreurs. Qui nous dit qu'on va pas revivre la même chose ? Personne. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Le Canari, un très belle et émouvante bande dessinée publiée aux éditions du Seuil dans la collection Traverse. Merci infiniment Constance Lagrange d'être venue nous en parler sur RCJ. Merci à vous également Anastasia Karababas sur les traces des Juifs de Grèce, un ouvrage de référence donc sur cette histoire bimillénaire et même plus que bimillénaire des communautés juives grecques. Il est publié chez VA Éditions avec une préface de Serge Klarsfeld. Je rappelle que cet essentiel est à réécouter en podcast sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Restez avec nous dans un instant. Place à RCJ Midi, l'édition complète de la mi-journée. Excellente journée à tous et l'écoute de nos programmes.